Quand votre CPGE nous a contacté pour vous faire une petite présentation sur l'introduction des idées cognitives dans l'éducation, j'avais pensé à faire quelque chose on va dire un peu qui reflète ce qu'on a dans notre école centrale. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord par expliquer un peu ce que c'est que cette IA. Et après, attaquer la question de est-ce qu'on peut l'utiliser dans l'éducation ou pas, et vous donner quelques exemples en fait, de comment on a fait pour pouvoir l'introduire à l'ESSEC. Alors, l'IA de façon très générale, c'est un domaine qui s'intéresse principalement à comprendre, puis on va dire, construire des entités qui sont intelligentes. Et ces entités qui sont intelligentes sont assez souvent des machines qui peuvent décider et agir de manière, on va dire, efficace et sécurisée. Et là, j'insiste sur le fait qu'ils doivent faire cela dans des situations qui sont complètement nouvelles, dans des situations auxquelles ils n'ont pas été confrontés auparavant. Et donc ça, c'est la définition, on va dire, qui est tirée d'un bouquin académique très connu dans l'intelligence artificielle, que je vous cite ici, qui est Artificial Intelligence et Model Language. Alors, une chose à garder en tête, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition unique. En fait, c'est une définition académique. Et à l'intérieur de cette technologie, on trouve diverses approches, soit de la logique, de la recherche combinatoire, de la recherche probabiliste, ainsi de suite. Et une des sous-catégories importantes, c'est la catégorie de machine learning, qui ici essaie d'utiliser des data, des données collectées, pour pouvoir construire des modèles, mais qui sont des modèles mathématiques. Alors, je vais juste montrer ici un petit graphe de ce que peut être un modèle mathématique de type machine learning, de plus spécifique, un modèle de type de réseau neuronal type. Alors, ces réseaux neuroniques, tout ce que je veux que vous reteniez de cette figure, c'est que d'un point de vue mathématique, nous avons des données concentrées. Et à l'intérieur, c'est un ensemble de transformations à la fois linéaires, puis des transformations qui sont, ou des adaptations qui sont non linéaires. Et donc, j'insiste sur ce fait pour vous dire en fait que l'intelligence artificielle n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Et pour illustrer ceci, je vais vous montrer en fait un cas qui est le fait que pour une machine, un modèle de reconnaissance d'image qui soit très précis, elle a besoin de s'entraîner sur des centaines de milliers d'images. En l'occurrence, si on prend un enfant et qu'on lui dise que ça c'est un chat, il suffit de lui dire 2 à 3 fois, il n'a pas besoin de voir un chat dans toutes les situations. Il n'a pas besoin de le voir le jour, la nuit, sous une voiture, au-dessus d'une voiture, ainsi de suite. Il suffit de lui dire, et tout seul, il va pouvoir en fait le reconnaître facilement. Ce qui n'est pas le cas en fait des modèles que vous voyez aujourd'hui, tous les modèles aujourd'hui de machine learning. Ça d'une part. Et d'autre part, si on prend un exemple très connu qui était l'exemple de AlphaGo, qui était le supercomputer qui avait gagné le champion du monde dans le jeu Go, ce supercomputer consomme quelque chose autour de 440 kW, alors qu'un être humain, il consomme à peu près 20 Wh, sachant qu'un être humain peut faire beaucoup de choses avec ce peu d'énergie, contrairement aux machines qui nous entourent. Alors en fait, là, ce que j'essaie de dire, c'est tout simplement de démystifier un peu cette idée qu'on a autour de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de l'intelligence que ne savent pas, c'est des modèles mathématiques qui sont sophistiqués, mais qui ne le sont pas, ils sont des fois à l'intérieur de notre fonctionnement du cerveau, mais ils ne sont pas vraiment de l'intelligence comme nous étudions. Alors, l'IA générative, c'est aussi une sous-catégorie de l'IA de façon générale, et le but cette fois, c'est de générer du contenu, que ce soit du texte,
probablement toutes, l'algorithme qui permet de générer des images qui est aussi proposé par OpenAI, Midjourney qui permet aussi de générer des images, Gemini, Llama 3 qui est plus un modèle standard des modèles open source, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser, et Hugging Face aussi qui propose des modèles open source. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette IA générative que vous avez vue, à l'intérieur, en fait, c'est des réseaux de neurones profonds. Ce que je viens de vous montrer, le graphe avec des neurones, ainsi de suite. Qu'on appelle des large language models, des LLM. Et donc, quand ce sont en fait des représentations mathématiques d'une certaine connaissance, il y a de certains liens entre les données, mais y compris pas réellement, comme je viens de dire, le langage comme vous et moi, êtres humains, pourront les comprendre. Et ça, c'est on va dire, une limitation de ces technologies-là. Et la deuxième limitation qui est très importante à garder en tête, c'est que ce sont des modèles qui ne savent pas, ils ne sont pas conscients de leur manque de connaissances. En fait, si vous vous amusez à demander quelque chose à ChatGPT, quelque chose que vous pouvez faire, essayez de lui proposer une question et par la suite de vous dire je ne suis pas convaincu, je ne suis pas d'accord, vous allez voir, on va à chaque fois essayer de vous donner des réponses qui vous semblent logiques. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de logique derrière ce qui est produit. Ou plutôt, il n'y a pas de logique comme nous, en tant qu'êtres humains, nous l'entendons. Alors, vous ne pouvez pas prendre ma parole sur ça, mais là, je vous dis en fait un de mes meilleurs, on va dire, chercheurs, qui est Yann Martin. Yann Martin, c'est le papa du diplôme. C'est aussi un des garants qui est un prix similaire au prix Nobel pour tout ce qui est technologie. Et lui, c'est en fait que, effectivement, le modèle d'IA et les modèles de machine learning et systèmes existants aujourd'hui n'ont pas les mêmes similarités, la même capacité de compréhension que nous, même pas similaire à un chat. Et donc, par conséquent, c'est très loin d'être une intelligence comme nous, êtres humains. Et du coup, in fine, tous ces modèles qui viennent aujourd'hui, donc j'ai parlé ici juste de la partie GPA et j'ai donné juste quelques exemples, tous ces modèles-là, au final, sont des outils. Et là, ça nous ramène en fait à une question. La question est, est-ce qu'on doit utiliser ces outils-là dans l'éducation? Et en fait, ça, c'était la question que se posaient beaucoup de gens au début quand ChatGPT est apparu. Mais rapidement, cette question s'est transformée à comment doivent-on utiliser ces outils-là dans l'éducation, parce qu'ils ont, comme on a dit, des avantages, ils ont des inconvénients, mais on peut les utiliser pour améliorer l'expérience de l'apprentissage. Alors, quand je vous dis qu'on peut les utiliser, c'est pas uniquement ici au Maroc, mais si vous voyez un peu le landscape un peu dans le monde, par exemple que l'université de Lille propose une sorte de base de données pour l'usage, où les profs partagent ensemble comment ils arrivent à utiliser ces outils-là dans leur cours, et ça, indépendamment en fait des sujets, que ce soit des cours de sciences, des cours de statistiques, des cours de physique, ainsi de suite. L'université de Stanford propose à son tour une sorte de guide, Artificial Intelligence Teaching Guide, une sorte de guide pour les professeurs, pour les enseignants, qui puissent adopter ces outils-là dans leur cours. Et puis, vous avez aussi l'université MIT qui essaie de proposer de façon similaire à un guide pour qu'on puisse intégrer des outils dans l'éducation, et la même chose par une outil. Donc ça, c'est typiquement des exemples que vous allez trouver sur Internet. Je vais partager avec vous les slides par la suite, comme ça vous allez pouvoir par vous-même aller lire sur ces références-là, qu'est-ce qui a été fait. Et pour être plus, on va dire, concret et plus orienté Maroc, et surtout les écoles dans lesquelles peut-être
des élèves qui ont été vont à venir, je vais vous concentrer sur quelques exemples d'utilisation de ces outils d'IA générative dans notre école à l'ICEST. Et je vais commencer en fait par donner quelques exemples de projets d'élèves qui ont travaillé dans les préventions de ces thématiques d'utilisation de l'IA générative. Donc l'année dernière, c'était la thématique des projets sur lesquels travailler quand on leur a dit vous pouvez révolutionner votre formation, qu'est-ce que vous allez faire? Alors un des projets, le premier, c'est un projet qui s'appelle, les élèves ont proposé une sorte de plateforme, ils ont appelé Learning. Et cette plateforme, il y a le but, c'est de proposer ce qu'on appelle du prompt engineering. Alors c'est quoi le prompt engineering, pardon, c'est tout simplement la façon avec laquelle on va interagir avec les chatbots conversationnels. Comme on a les codes de programmation que vous connaissez peut-être, on a aussi des méthodes spécifiques pour qu'on puisse interagir avec les chatbots conversationnels. Et donc, ce groupe d'élèves avait proposé, comme je viens de dire, une méthode comment un enfant de 7 à 18 ans, c'était la tranche d'âge qu'ils avaient cité, pourrait utiliser ChatGPT pour qu'il puisse améliorer ses connaissances. Et donc, dans ce cas de figure, ces élèves ont proposé une sorte de plateforme fan où il y a en fait on va dire des cours spécifiques, c'est-à-dire là, si je veux faire si je veux l'apprendre, par exemple, si je prends ça, si je veux l'apprendre à dessiner, il peut interagir avec les chatbots conversationnels pour leur donner des techniques et apprendre un peu, comme je viens de dire, les techniques de dessin. Donc ça, c'était un exemple, un premier exemple qui essaie d'utiliser des outils qui sont GenAI, mais qui sont accessibles, sans faire de l'ingénierie derrière. D'accord? Donc là, c'est le même projet. C'est des règles de fonction en fait, que on va dire, on pouvait avoir différents profils, que ce soit des élèves, des jeunes apprentis, ou bien aussi des parents qui puissent suivre l'apprentissage de leurs enfants. Alors le deuxième type d'exemple que je vais vous donner, c'est une autre plateforme que nos élèves ont développée et qu'ils ont appelée AGOwl. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, les élèves ici, ils ont ce qu'on appelle des séances d'autonomie, de travail en autonomie. Et ce travail en autonomie, ils doivent, en gros, les élèves pour l'intégrer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des techniques qu'on appelle le RAP, combinés avec leur propre cours. À quoi sert cette technologie? Elle sert tout simplement à ajouter des informations très spécifiques au cours. Comme ça, quand ils interagissent avec les élèves leur donnent, quand je dis élèves, en l'occurrence les ChatGPT, ils leur donnent des réponses qui sont ciblées envers des cours sur lesquels ils travaillent. Et donc, ce n'est pas des réponses qui sont générales. Et là, en l'occurrence, ils ont proposé ces outils-là pour interagir avec un des cours du palier, qui est la physique quantique. Et regardez, donc, ils sont arrivés à proposer des questions